Mesdames, Messieurs, bonsoir. Heureux de vous retrouver dans le cadre de cette émission 4 sur table. C'est le débat politique sur STV, les 21h. On aura fini à 23h. 4 panélistes, mais déjà plusieurs détenus ont manifesté hier à l'intérieur de la prison centrale de Yaoundé-Kondengui. Et d'après ce qu'il en ressort, c'est très tôt ce matin que ces manifestations ont pris fin. Mais les forces de l'ordre ont finalement réussi donc à maîtriser la situation. Des coups de feu ont résonné durant plusieurs heures, selon les témoins. S'il est pour le moment difficile de faire un bilan indépendant de ce qui s'est véritablement passé, que ce soit sur le plan humain ou sur le plan matériel, le gouvernement annonce uniquement des dégâts importants, pas de morts, selon un communiqué du ministre de la Communication. On peut le dire également du côté de Boya, tout au long de la journée. On a pu voir que la prison principale de la ville est également entrée en mouvement. Une cinquantaine de prisonniers, selon des premières informations, ont également manifesté leur mécontentement de ce côté-là. Nous en parlerons ce soir pour évidemment évoquer les relents politiques, sociaux, judiciaires de ces incidents-là avec nos panélistes. J'annonce déjà qu'au téléphone tout à l'heure, dans une demi-heure environ, on ira du côté de Yaoundé pour avoir Maître Emmanuel Sim, qui, comme vous le saviez, est le 3e vice-président du MRC, non moins avocat d'un certain nombre de détenus qui sont plus ou moins présumés concernés par ces manifestations-là. Ils sont, il est donc à Yaoundé, on l'aura dans le cadre de cette émission. Mais déjà, dans le studio et sur le plateau, comme autre invité, nous avons lui, Ernest Dipokomutongo. Il représente le mouvement 11 millions de citoyens et il est notamment localisé à l'antenne Koto. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes un ancien conseiller municipal du SDF? Je suis ancien conseiller municipal SDF, mandat 96-2002. Avec le docteur Diakwa. Docteur Diakwa était président provincial à l'époque, effectivement. Merci d'être parmi nous. Juste à côté de vous, un ancien camarade, peut-être qui est arrivé après vous, mais lui, il est désormais, si vous avez choisi 11 millions, il a fait notre chemin, il est au MRC. Désormais, Thomas Kameni, bonsoir. Mathias Kameni. Mathias, je vous en prie, bonsoir, excusez-moi. Bonsoir, M. Dupita. Vous avez la particularité d'avoir été incarcéré et libéré tout récemment. Donc avec vous, on aura certainement l'occasion d'avoir un témoignage, de savoir comment les choses se passent de ce côté-là, essayer de comprendre comment on a fait pour arriver à ce niveau. Merci d'être là, je l'ai dit, vous êtes ancien membre du NEC, ça il faut le dire, du ancien MRC. Secrétaire national SDF pour la question des droits de l'homme et conseiller municipal à la mairie de Douala 3e. Voilà, désormais au MRC. Désormais. Ça c'est quelle mandature, je veux dire, conseil municipal? Conseiller municipal à la mairie de Douala 3e. Juste à présent? Oui, bien donc, en fait, vous êtes parti du SDF ou le MRC pendant votre conseil municipal de mandature, oui, à coup de mon mandature. Ok. Un qui a démissionné, non seulement du SDF, mais en plus de son mandat de conseil municipal à la commune de Douala 5e. Abel Elimiro, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là ce soir. Merci de m'associer à cette réflexion. J'ai dû courir un peu. Vous également ancien du SDF, désormais dans le cadre de la plateforme Kautal, vous essayez de, vous appelez ça comment, faire une cohésion? Oui, disons que j'ai toujours considéré que le nomadisme politique n'est pas une bonne chose. Passer des partis des uns aux autres, ça prouve au moins qu'on n'y avait pas été pour des raisons de conviction et que l'importance pour les forces du changement n'est pas dans les partis politiques, mais dans la stratégie électorale. C'est ce qui explique que les gens qui étaient quelques minutes avant, comme Kameni, MRC, SDF, avant même qu'on aille aux élections, qu'il est déjà parti dans le MRC. Et il est très à l'aise. Et il va avec son mandat. Si le MRC et le SDF étaient la même eau. C'était juste contenu dans un même vase avec simplement... Avec dans un même vase. Il est 21h07. Donc, je vous interdis de m'attaquer si tôt. Aux élections avant de démissionner. Non, vous avez cette la parole, mais c'était juste pour dire.
juste pour vous dire. Je n'ai même pas parlé de Camille. C'était pour vous dire bonsoir. On va parler de quoi? C'était pour vous dire bonsoir. Elie Bilobé, bonsoir. Bonsoir, bon sujet. Merci, c'est-à-dire que c'est ça l'essentiel. Voilà. Dire que ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est on fait comment. Ben, on n'a même pas encore introduit le RDPC, que tout le monde est déjà en discussion sur le RDPC est toujours là. Ben, le RDPC est là. Ah, d'accord. Ben oui. Patrick Dupri, Anissé Mani, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Merci d'être là ce soir. C'est une première dans cette émission. Effectivement. Vous êtes un visage connu quand même de... C'est moi qui vous remercie pour cette première invitation. Je suis heureux également de vous avoir. Merci. Alors, le thème, tout à l'heure, je l'ai dit, on va évoquer ce qui s'est passé notamment sous ces différents aspects à la prison de Koundengui, mutinerie à Koundengui, le jour d'après. Ce sera une forme de débrief. Juste derrière la transition. Alors, mais peut-être avant, Erin Gando, avec votre permission, c'est le réalisateur, hein, Erin Gando, j'ai souvent l'habitude de l'appeler. Avec votre permission, on va peut-être regarder les images qu'on a pu avoir du côté de la prison de Buea, pour noter quand même que tout au long de la journée, il y a eu un certain nombre de mouvements là-bas. Les images de la prison de Buea, si elles sont prêtes, on va les regarder et puis peut-être passer dans le débat. Je l'ai dit, selon les premières informations qui nous sont parvenues, une cinquantaine de prisonniers ont initié un mouvement, ont manifesté leur mécontentement du côté de Buea tout au long de la journée. Et très rapidement, les forces de l'ordre sont intervenues pour ramener de l'ordre. Aux dernières nouvelles, il se pourrait quand même que le calme est revenu dans cette prison-là, même si du gaz lacrymogène a été on dit quoi, tiré, c'est le terme, a été utilisé pour permettre que la sérénité revienne. Vous avez appris également ces événements-là? Effectivement, nous avons appris ces événements aux environs de 18 heures. Ouais. Qui aurait eu des échauffourées également du côté de la prison principale de Buea. Ouais. Donc, en fait, pour le moment, on n'a pas assez d'informations sur le sujet et nous, on n'aime pas nous aventurer sur des chemins que nous ne maîtrisons pas. On attend que les autorités publiques s'expriment d'abord sur ce qui s'est passé et c'est après qu'on pourra voir... Alors, voilà les premières images. On peut d'ailleurs voir des flammes, une fumée qui va au-delà bref, c'est tout au long de cette journée qu'on a pu constater cela. Les images ont circulé sur les réseaux sociaux. Des tirs ont été entendus, manifestement des tirs au gaz lacrymogène. On ne peut pas le dire avec une totale certitude. Mais aucun bilan officiel, aucune communication officielle sur ces incidents-ci n'a encore été faite par le gouvernement. On attend bien sûr que cela soit fait. Je l'ai dit, on sera avec Maître Emmanuel Sim dans une vingtaine de minutes. Maître, on vous aura tout à l'heure, on va vous rappeler dans une vingtaine de minutes. Nous sommes en direct et on vous prendra du côté de Yaoundé pour faire le point. Découvrons d'abord ensemble ces images de la prison de Buea, la prison principale. On espère que définitivement les choses sont revenues dans l'ordre. On peut penser à une forme de mouvement coordonné. Hier Yaoundé, aujourd'hui Buea, ou alors ceux de Buea se sont dit peut-être que le signal qui vient de Yaoundé, si on met davantage de pression, ça pourrait... Il y a dans des prisons de nombreux bandits qui n'aspirent qu'à saisir la moindre opportunité pour voir s'ils peuvent s'évader. C'est d'ailleurs à l'origine de nombreuses mutineries dans le monde. Les mutineries peuvent être justifiées a priori par les mauvaises conditions carcérales, mais lorsque la mutinerie proprement dite a lieu, c'est l'occasion pour certains de voir s'ils peuvent s'évader, etc. Donc on peut très bien comprendre un effet domino. Ça a eu lieu à Yaoundé, donc on profite à Buea, on peut profiter à Douala demain ou après-demain. Ça n'a pas forcément une sous réserve d'avoir éventuellement des enquêtes. Malheureusement, les enquêtes elles-mêmes posent problème dans le pays, mais sous réserve d'avoir des enquêtes ou de chercher à comprendre,
si effectivement il y a une connexion, ce serait très simpliste de vouloir non plus l'établir. Okay. Considérer que si la mutinerie de Yaoundé avait des relents peut-être politiques, je n'en sais pas, et bien celle de Buea serait la deuxième phase d'un programme bien pensé. Ce serait assez simpliste de voir les choses comme ça. Okay. Dans tous les cas, on va observer tout cela et y revenir tout au moins dans le cadre de nos émissions d'information, les journaux bilingues sur STV, notamment celui du soir à 20h ou alors le matin dans le cadre de Good Morning Cameroun, la première édition d'information, et puis également le 13h que vous pourrez regarder. Je vais donc embrayer avec vous, Mathias. Je l'ai dit, vous avez été en Kondengui. Oui. Comment vous y retrouvez? Ce soir du 28 janvier, okay. Nous sommes interpellés sur Zongan, M. Albin Zongan. C'est-à-dire que l'une de notre coalition gagnante, et au même moment nous étions déportés pour la PJ, et à la PJ aux environs de 1h30, nous étions également embastillés pour Yaoundé. Et c'est de Yaoundé, n'est-ce pas, nous sommes gardés au deuxième sous-sol du GSO. Le groupement spécial d'opération. Le groupement spécial d'intervention pendant près de 16 jours. Et ensuite, nous avions été présentés devant le commissaire du gouvernement, ensuite qui nous avait mis sous mandat de dépôt à la prison centrale de Kondengui. Alors vous y arrivez. Contez-nous un peu un quotidien, une journée en Kondengui pour comprendre un peu, parce qu'il y a un certain nombre de revendications faites par les prisonniers, conditions de vie, procédures judiciaires qui sont lentes, bref. Essayez de nous raconter un peu une journée à Kondengui, comment ça se passe. C'est chaque jour qui passe, vous dites, n'est-ce pas, merci à Dieu, parce que vous passez dans des conditions extrêmement difficiles, il faut le dire, parce que vous vous retrouvez subitement au milieu des grands bandits, des grands malfrats, vous vous retrouvez au milieu des gens, ni foi, ni loi, que vous ne connaissez pas d'ailleurs, vous ne connaissez pas les mentalités. Et voilà, pour des gens un peu prudents, vous êtes obligés parfois de vous retrancher toute la journée pour éviter d'être parfois lamés, comme ils appellent, c'est-à-dire des petites brigades avec des lames, qui parfois essaient de vous estorquer 200 ou 300 francs quand vous essayez de durcir, n'est-ce pas, ils vous passent des lames partout. Donc, c'est chaque jour qui passe, on dit merci à Dieu parce qu'on risque beaucoup de choses. Hein. Donc, parfois, on est obligé de se retrancher, ou bien parfois, on est obligé de tous les petits économies qu'on a de donner pour être en sécurité. C'est comme ça que ça se passe là-bas. Enfin, c'est un milieu où c'est une jungle, en fait. Vous dormez la nuit, vous mangez à votre faim? Oui, le parti avait pris des dispositions, ça je vais le dire. Aucun prisonnier politique du MRC n'avait jamais dormi à faim jusqu'à présent. Merci. Alors, Anissé, Patrick Dupri, hein, c'est votre prénom. Un commentaire sur les conditions carcérales. Oui, c'est intéressant un peu ce que vient de dire Mathias là, parce que je ne sais pas si Mathias est au courant que c'est le décret qui nomme monsieur comme ministre délégué à la justice, qui confère la compétence de l'administration territoriale de l'administration pénitentiaire du ministère de l'administration territoriale au ministère de la justice. C'est le même décret. Ça veut dire de 2004, puisque l'administration pénitentiaire est placée sous l'autorité de l'administration judiciaire en 2004. Et c'est en 2004 le même décret qui fait de M. Kamto ministre délégué au ministère de la Justice. Alors, de 2004 en 2011, les conditions pénitentiaires dont vous venez de nous faire part, je pense que ça existait déjà. Malheureusement, il y a eu des appels pour les amender, donc pour les corriger, pour permettre à ce que la vie carcérale au Cameroun puisse s'améliorer. Mais ce ne fait pas partie des priorités de votre président.
Aujourd'hui, comme les choses se passent, il en fait lui-même l'expérience. C'est pour cela qu'on dit souvent que quand on est aux affaires, on ne doit jamais, oublier. Une simple question, vous avez la question, vous reviendrez. Que demain, il n'a pas compris la question. Que vous le ressentez. Parce qu'on a posé une simple question, il a retourné sur le nom. Comment est-ce qu'on peut se retrouver? Comment est-ce que, par rapport à ce que j'ai dit, Mathias, remarquez, si vous faites la police du plateau, j'aurais plus rien à faire ici, je fais mon boulot. Vous ne pouvez pas laisser raconter n'importe quoi. C'est pas n'importe quoi, ce sont des faits historiques. Mathias, vous avez l'administration du Cameroun. Tout à l'heure, vous avez fait embastiller, vous avez fait des... Je n'ai rien dit, vous avez parlé de déportation, d'embastillement, je n'ai rien dit. Je vous ai regardé tranquillement. Je vous redonne la parole. Non, attends, qui vous a embastillé, qui vous a déporté? C'est quelqu'un quand même. Ok, donc j'étais en train de dire ceci. Votre président était plus intéressé par le code pénal, qui avait reçu des subventions, qui avait été payé parce que il a été question à l'époque que le ministère de la Justice cherche un cabinet pour rédiger le code de procédure pénale, et ce qui l'a plus intéressé parce que son cabinet était placé pour gérer cela. Mais pour ce qui était des conditions de détention dont une loi avait été proposée dès 2006 qui portait sur les peines alternatives, comme cela devait être traité par le ministère et non par un cabinet et qui n'avait pas les sous dedans, alors votre président a préféré aller vers là où il y avait les sous que de gérer un problème qui aujourd'hui mais Patrick, on peut quand même dire qu'après son départ, vous auriez pu, je veux dire, corriger ce que vous lui reprochez aujourd'hui. Vous, quelle lecture vous faites, je veux dire, à partir de vos connaissances qui se passent en prison? Quel jugement, quelle appréciation? Bon, c'est la première fois que je vois des images de la prison de Buea. Ce que ça m'inspire, d'abord comme commentaire, connaissant un peu pour avoir visité des personnes embastillées à Douala, vivant à Yaoundé, à Kondengui, pas très loin de la prison, déjà on a remontré des images de l'entrée de la prison. Ce que je peux dire, c'est que quand on traverse ces portes, je me demande si on veut transformer des êtres humains en animaux. Je pense que pour ceux qui connaissent déjà les cellules dans nos commissariats, à partir des cellules dans les commissariats, peut faire une projection de ce que peut être la vie en prison. Parce que en cellule déjà, dans les commissariats, vous êtes les uns sur les autres, à même le sol, faisant les selles, les urines dans un espace à côté de vous, qui dégouline vers là où vous êtes allongé, etc. Donc, je pense qu'il est déplorable, nonobstant ce que M. Elimbi a dit et ce que mon voisin a dit, qu'on puisse traiter des êtres humains comme ce que je sais. En quelques images de la prison centrale. Voilà, comme ce que je sais. J'ai également vu au journal, parce que au journal, ce que j'ai vu au journal, comme ce que je sais des cellules. Quand vous entrez en cellule, d'abord vous déshabillez. Vous êtes ramené à plus votre simple impression, vous êtes en slip. J'ai vu faire monter des gens dans les camions aux sorties de Kondengui. Ils ont à peine alors, Lionel, des caleçons. Vous m'excuserez de vous interrompre quelques minutes, je l'ai promis. On va essayer d'aller du côté de Yaoundé pour avoir Maître Emmanuel Sim, qui, comme vous le savez, non seulement avocat au barreau du Cameroun, et donc il suit un certain nombre de détenus, mais également troisième vice-président du MRC. Merci. Maître Emmanuel Sim, bonsoir. Oui, bonsoir, messieurs. On vous a beaucoup lu depuis hier sur les réseaux sociaux, vous faisiez des témoignages sur ce qui se passe. Et donc, nous sommes certainement en attente du point que vous pourriez faire, je veux dire, le jour d'après, ce qui s'est passé du côté de la prison de Kondengui. D'abord, quel est votre état d'esprit? Qu'est-ce qui s'est passé de ce côté? Que pourriez-vous nous en dire?
jour d'après, ça aurait pu être le jour d'avant, et le jour d'avant encore, et il y a 2 ans, et il y a 3 ans. Ça fait tellement de nombre d'années que nos prisons sont dans l'état dans lequel elles sont aujourd'hui. Je voudrais dire, vraiment d'entrée de jeu, que les débats comme ceux que nous avons aujourd'hui, ce n'est pas des débats qui concernent des partis politiques. Il faut qu'on se mette bien d'accord. À la prison centrale de Yaoundé ou à celle de Douala, il y a des militants de tous les partis politiques. Il y a des gens qui ne s'intéressent pas à la politique. Il y a des étrangers. Il y a des Camerounais. Simplement. Je ne veux pas qu'on ramène cette affaire à une affaire de parti politique ou de propos partisans inutiles. Ce que j'ai vu hier à la prison centrale de Yaoundé, j'y étais 2 fois. D'abord à 14 h, j'ai demandé à entrer dans cette prison pour parler aux détenus, d'abord aux anglophones, que j'ai défendu pour certains. J'ai défendu Manchou BBC, j'ai défendu Ten Perez, j'ai défendu Ngwangaling et beaucoup d'autres anglophones, et il y a déjà 2 ans. Et je défends des militants du MRC. Mais je défends aussi dans cette prison des gens qui ne sont ni du MRC ni des anglophones, des clients ordinaires que je défends. J'ai demandé à y entrer pour pouvoir leur parler et leur demander de se calmer. Les autorités m'en ont empêché. Et mes confrères qui sont venus après ont connu le même sort. Et donc le soir, ce qui devait arriver est simplement arrivé parce que personne n'a imaginé que il fallait qu'on appelle les avocats qui défendent ces personnes en prison pour venir leur parler. Lorsqu'un avocat vient parler à son client, le client lui fait entièrement confiance et il peut désamorcer la situation. Mais personne n'a pensé à nous appeler. Nous y sommes allés volontairement. On n'a pas permis que nous puissions y rentrer. C'est dommage. Donc hier soir, c'était simplement une image apocalyptique. Voyez-vous, tout le gratin administratif, politique et judiciaire de Yaoundé s'est retrouvé la nuit à la prison centrale de Yaoundé. Or, nos amis qui nous gouvernent, nos frères qui nous gouvernent, connaissent très bien la situation des prisons camerounaises et spécialement la prison de la capitale de mon pays. Ils connaissent très bien la situation. Et ils savent aussi très bien les propositions qu'on a faites depuis des années pour que ce genre d'incident n'arrive pas. Mais voyez-vous, nous avons affaire dans notre pays à ce qu'on appelle les salamandres. La salamandre, c'est un animal qui est sourd, qui n'entend pas ce qu'on lui dit, ou qui refuse d'entendre, même lorsque on le tape à la queue. C'est ça nos gouvernants. C'est pas une affaire de parti politique, vraiment qu'on cesse de dire ça. Nous avons aujourd'hui à Yaoundé une situation absolument explosive et ça peut recommencer demain. Maître. Oui. Dans son communiqué publié tout à l'heure, le ministre de la Communication dit qu'il n'y a aucun mort. Vous confirmez le bilan, vous l'infirmez. Avez-vous un bilan? Je n'ai pas de bilan, monsieur Zepita. Je n'ai pas de bilan. Pourquoi? Parce que aujourd'hui encore, je suis rentré à la prison de Yaoundé. On m'a interdit de rentrer à la prison de Yaoundé. Mais la question pour ceux qui disent des choses quand même, est-ce que vous demandez depuis 2 jours comment les prisonniers mangent? Depuis 2 jours, ces gens n'ont pas eu accès à leur nourriture parce que la situation est celle qui est celle que nous connaissons aujourd'hui. Donc le bilan que M. Sadi René donne aujourd'hui, c'est le bilan qui est le sien. Personne n'est rentré pour pouvoir recouper l'information. Ni les avocats, ni les journalistes. Personne. Mais je vais vous dire, on a déporté dans la nuit 177 personnes. Je m'en tiens à son communiqué. Mais aujourd'hui encore, il y a d'autres personnes qu'on a déplacées. Est-ce qu'il est normal que dans un pays, on déplace des gens
d'une prison à des endroits inconnus sans qu'on ne dise où ces gens-là sont. Mais c'est-à-dire qu'ils sont dans les postes de police et de gendarmerie, mais sans dire où ils sont. Moi, j'ai été aujourd'hui au CED. J'ai été au CED. Il nous a été interdit formellement, même aux avocats, d'avoir accès à ces personnes-là. C'est ça les vraies questions. Est-ce le pays qu'on veut bâtir? Est-ce qu'on peut admettre que des avocats soient interdits d'avoir accès à leurs clients et même à des personnes ordinaires? C'est ça les vraies questions, monsieur député Tongo. Et le combat que les gens peuvent mener, c'est pas pour le MRC ni le RDPC. Moi, je me bats pour mon pays. Je me bats pour que mes enfants aient un meilleur pays demain. J'étais ulcéré. C'est tout le temps qu'on le fait. On interdit aux avocats d'avoir accès à leurs clients. Je n'ai vu ça qu'au Cameroun. Même en Tchétchénie, même en Corée du Nord, les avocats ont accès à leurs clients. Nous sommes en train de devenir... N'avez-vous pas le sentiment que la situation, justement, qu'il fallait d'abord maîtriser, ramener la sérénité, n'a pas conduit à cela? Il n'y a pas de sérénité à mener. Ces gens ne sont plus à Kondengue. Ils sont déjà hors de Kondengue. Ils sont au CED et ailleurs. Mais le ministre Sadi devait nous dire exactement où ces gens se trouvent pour que les familles aillent leur rendre visite, que les avocats puissent les voir. Il fait un communiqué qui est une vraie nébuleuse sans nous dire exactement où les gens se trouvent. Avez-vous des nouvelles? Avez-vous des nouvelles de votre premier vice-président, Mamadou? Je ne peux pas vous dire où Mota se trouve à l'heure qu'il est. C'est ça le problème. Nos clients et le président Mota sont gardés intramuros. Personne ne peut vous dire, sauf les autorités compétentes, où Mota se trouve. En tout cas, moi, qui suis son vice-président, je ne saurais vous dire à l'heure qu'il est, où Mota se trouve. Je ne saurais vous dire. Et c'est ça qui n'est pas bien, voyez-vous. Au-delà de tous autres débats, de télévision, ce qui n'est pas bien, c'est qu'on prenne des Camerounais. Je ne parle même pas de Mota. Lui, c'est un président du parti politique. Je parle du Camerounais ordinaire, lambda, qui fait 10 ans à la prison sans être jugé. C'est de ça que nous parlons, monsieur député Tongo. Mais pour terminer, oui. C'est pratiquement par ailleurs, mais puisque nous sommes dans l'information. De l'autre côté, c'est la prison principale de Kondengue. Avez-vous des nouvelles rassurantes de ce côté-là? On sait que là-bas, votre président national, Maurice Kamto, ses alliés, quelques-uns des militants sont également incarcérés. On peut avoir des nouvelles? Oui, j'étais ce matin à la prison principale. Je suis à la prison centrale pour essayer de voir les gens qui y sont. J'ai pas pu. Donc, je me suis rabattu à la prison principale. J'ai parlé au président Maurice Kamto. J'ai parlé à M. Alouk Tabé, Sissekou, qui se trouve également, qui est aussi mon client. Je peux vous dire qu'il se porte bien et que de ce côté, il n'y a pas eu de mutinerie hier. La situation est parfaitement calme. Il n'y a pas de souci là-bas. Donc, voilà, de ce côté, il y a vraiment... Les gens étaient en alerte, ce qui est normal. Mais dans cette prison principale, je peux vous assurer que j'ai été pendant 2 heures aujourd'hui. Il n'y a pas de problème particulier de ce côté-là. Alors, la toute dernière. On sait, tout au moins à cette heure, que ces mouvements ont commencé par les prisonniers incarcérés dans le cadre de la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest. Qui le sait? C'est M. Sadi qui nous l'a dit? Non. Il y a eu des vidéos quand même, il y a beaucoup de vidéos qui ont circulé d'ailleurs venant de la prison et qui ont circulé sur les réseaux sociaux hier, qui ont effectivement montré qu'au départ, on a pu voir Manche au BBC, un certain nombre d'autres personnes. Alors, ce que je voulais poser comme question, on a pu voir quand même qu'il y avait des prisonniers qui sont incarcérés dans le cadre de la crise anglophone, des prisonniers du MRC incarcérés dans le cadre des manifestations du 26 janvier. Peut-on penser à un mouvement coordonné? Non, il n'y a pas eu de coordination. Écoutez, j'étais à une réunion du directoire du MRC hier après-midi au siège du parti à Oja. Nous découvrions comme vous et tous les Camerounais ces images. Donc, on n'a pas pu, nous, en tant que parti politique, coordonner une action pareille. Et tout le monde sait très bien que, à part les militants du MRC et les anglophones, le mouvement d'humeur est devenu quasiment général. Parce que j'ai dit ceci, il ne faut pas essayer de noyer le poisson. Les vraies questions sont là, monsieur le député, il faudrait qu'on en parle un jour. Et j'en appelle à nos autorités,
à nos frères qui ont la charge des affaires dans notre pays. Je ne parle maintenant comme un Camerounais, comme un citoyen, comme un frère dans la République, qu'ils arrêtent de faire ce qu'ils font. On ne peut pas répondre à toutes les questions par la violence et par les sanctions qui n'ont aucun effet. La présence de Kondengui a des problèmes d'insécurité, des problèmes de violence, des problèmes de santé, de nutrition et des problèmes de surpopulation. Tout le monde les connaît. Les ONG ont fait des tonnes de livres. Pourquoi est-ce que ceux qui gouvernent n'ont jamais rien fait? Je prends un exemple très simple. Pour terminer, pour ne pas rester longtemps à votre antenne. Un exemple très simple. Dans le code pénal, donc quelqu'un parlait maintenant, oui, ce code pénal que nous avons révisé, on a pu de ça comme tu oui, on l'assume, comme tu as pu le réviser à travers un cabinet. Mais dans ce code pénal, on a prévu ce qu'on appelle les peines alternatives. Ça veut dire quoi? Même quand une personne est condamnée, on ne doit pas l'envoyer automatiquement en prison parce que la prison est pleine. On devait lui faire une peine alternative comme les travaux d'intérêt général. C'est-à-dire, par exemple, il va laver la maison du gouverneur pendant 1 mois au lieu qu'il aille en prison. Depuis 2 ans que ce code a été adopté, est-ce qu'on a mis en place les peines alternatives? C'est encore M. Kamto qui devait le faire. Voilà, vous savez, les Camerounais ont le don de laisser les vraies questions. Les gens sont en prison depuis 10 ans sans être jugés. C'est la faute de Kamto? Non, c'est la faute du système camerounais. Et ils ne peuvent pas tout le temps dire oui, c'est à cause de Kamto que non, ce n'est pas à cause de Kamto. Et nous avons, mon cher frère, une loi qu'on appelle le Code de procédure pénale qui a prévu clairement à l'article 218 que si une personne a un domicile connu, c'est-à-dire député Tongué, un journaliste à STV, tout le monde le sait. S'il m'insulte, c'est une injure. Il ne peut pas aller en prison pour injure. C'est un délit. Et on sait où il se trouve. Or, la prison est peuplée de 80% des personnes en attente de jugement, en détention préventive. Ça dure très longtemps. Mais vous savez, les Camerounais sont des gens impressionnants de patience. C'est impressionnant qu'il n'ait pas eu une expulsion longtemps à l'avant. Les gens vont 10 ans, M. Tongué, 10 ans sans être jugés. Et après, un matin, quelqu'un à la télévision le soir et dit oui, c'est Kamto. Non. Moi, je suis un Camerounais et je lance un appel à ceux qui nous gouvernent. C'est nos frères, c'est nos amis, c'est nos femmes, c'est nos enfants. Merci. Donc, qu'ils arrêtent de faire ça et qu'ils travaillent dans l'intérêt des Camerounais et des Camerounais seuls. Autrement, demain, on pourra avoir le même phénomène se reproduire à Nyombel, en Konsamba ou ailleurs. Ce que personne ne souhaite, mais ça peut arriver. Et il faudra dire que M. Sim l'avait dit déjà, il a prévenu. Merci beaucoup, Maître Sim. Merci de votre disponibilité. On imagine bien que vos journées sont extrêmement longues et ce qui c'est peut-être pénible. Merci à nouveau de nous avoir permis de toucher du doigt exactement ce qui se passe de ce côté de Yaoundé selon ce que vous avez vu. Abel Limbiloube, on va dire, je l'ai dit, hein, on va essayer de séquencer donc le débat de ce soir. D'abord, évoquer les relents politiques de la question, du mouvement d'hier. On va parler de la surpopulation carcérale, mais également des procédures judiciaires pour essayer d'enrichir la connaissance de nos téléspectateurs. Alors, Elim Biloubé, sur les questions politiques, au départ, et d'ailleurs, les prisonniers, certains prisonniers incarcérés dans le cadre de la crise du nord-ouest et du sud-ouest, ont adressé un courrier au Premier ministre, chef du gouvernement, quelques jours avant ces événements d'hier, pour effectivement dénoncer d'abord les conditions dans lesquelles ces personnes sont incarcérées, nutrition, sommeil et tout le reste, mais également les procédures judiciaires qui, selon elles, sont lentes. Elles aimeraient soit en finir, donc savoir si elles sont condamnées, soit être libérées si elles ne le sont pas. Alors, vous dites que ça aurait pu être quand même un élément qui aurait dû attirer l'attention des pouvoirs publics, notamment le corps judiciaire. Vous savez, je suis un fils de prisonnier. J'étais à Okoumouende en 1975. Je préparais le certificat d'études primaires.
lorsque M. Biya, le président Biya, était à ce moment Premier ministre, mon père, qui est l'un des premiers témoins de Jéhovah de ce pays, à cette époque-là, la pratique du culte des témoins de Jéhovah est interdite. Et on arrête donc mon père qui était un résistant. Il faisait partie de ceux qui organisaient la résistance pour que cette religion-là ne disparaisse pas. D'ailleurs, les réunions se tenaient chez nous à la cité Jardy, etc. Et mon père a été arrêté donc en 1975, il a fait 7 mois à la brigade mixte mobile de Mbopi. J'étais au cours moyen 2. Pour le voir, j'étais à l'école principale de la cité SIC, je passais par les ateliers des chemins de fer, là où vous voyez le tunnel de Mbopi. À ce moment-là, il n'y avait pas de tunnel, là, il y avait un passage à niveau, il y avait une petite gare, et je passais derrière cette gare dans les herbes, j'agitais les herbes, et lui, il entendait de l'intérieur de sa cellule. Et quand il n'a pas l'occasion d'être dehors ce jour-là, il me montre à partir du petit trou qu'il y avait, le pain qu'il m'a gardé. lui était en cellule. Et lui était en cellule. Donc j'ai vécu comme ça. Je connais le traumatisme que le fait d'être en prison génère dans les ménages et sur les individus emprisonnés. Quand je suis devenu leader étudiant, j'ai moi-même été en prison. On est venu m'arrêter ici à Douala le 5 janvier 1988. On m'a emmené à Mbopi, dans une cellule où il y avait des gens qui avaient fait des selles dans un petit seau. Et le chef, là-dedans, m'a arrêté le bras pour me plonger la main dans ce seau. C'était une façon de baptiser le nouveau venu. Mais j'avais un petit avantage sur lui, c'est que j'avais la force intellectuelle et morale, donc les deux vont souvent ensemble. J'ai pu leur parler et ils ne m'ont pas trempé la main dans le seau qui contenait les urines et tout ça et tout ça. Et comme je n'avais même pas d'argent à donner, donc on m'a pris là, on m'a amené à Yaoundé, à la sécurité militaire. J'avais 26 ans. J'étais secrétaire général de l'amicale des étudiants de la faculté des sciences à l'université de Yaoundé, l'unique de l'époque. Je suis arrivé à la sécurité militaire, on m'a gardé 7 mois. Je n'ai jamais rencontré un procureur, je n'ai jamais rencontré un juge, on ne m'a jamais jugé. On m'a entendu pendant 9 heures de temps, le commissaire Fouvon Benjamin, commissaire divisionnaire, et le lieutenant-colonel Enama Isomba, qui était le patron de la sécurité militaire. Et puis, lorsqu'on m'entendait l'adjudant Belinga, et il y avait un scénario en permanence, on sortait une arme, on posait, on la remettait, on sortait la cartouchière, le chargeur, on remettait, il y avait une matraque qui se baladait de temps en temps. C'est pour répondre à ma question. Oui, je suis en train de répondre à votre question. Oui, ça n'a pas pour toute l'émission. Non, non, pas du tout. J'ai fini d'ailleurs. L'interview, comment on appelle ça, l'audition, a duré 9 heures. On me posait à peu près les mêmes questions toutes les fois. Et on m'a sorti de là, on m'a gardé dans une salle qui n'était pas... Il n'y avait pas de prison prévue à cet endroit en fait. Mais à l'occasion du 6 avril, les locaux avaient été transformés en lieu de détention. Et quand j'arrive là, je trouve des militaires, des gendarmes de la garde présidentielle qui avaient été arrêtés dans le cadre des opérations du 6 avril, qu'on a jugé, qu'on a libéré pour non-lieu. Ils sont répartis dans leurs unités et l'adjudant-chef qui était chef du bureau des enquêtes est parti reprendre certains d'entre eux, parmi lesquels un capitaine, qu'il a ramené à la sécurité militaire pour des besoins de complément d'enquête. Il a pris sa retraite, il est parti, il a laissé ces gens-là qui passaient au tableau d'avancement,
qui recevaient leur salaire tous les mois, les femmes venaient les voir, mais qui étaient en prison. Donc c'est dans cette cellule-là qu'on m'a gardé. 7 mois, j'ai fait 2 semaines de grève de la faim. Mes parents sont venus m'obliger à arrêter cette grève de la faim. Il y avait quelque chose d'exceptionnel. C'est pour dire quoi, Limi Lobel? J'arrive, je finis déjà. Ça fait 5 minutes qu'on a fait. Ça fait 5 minutes qu'on a fini. C'est pour... on était dans un environnement, il n'y avait pas de radio, il n'y avait pas de télé. Donc vous étiez les oubliés du monde. Je suis le fils d'un témoin de Jéhovah, c'est-à-dire des gens qu'on a arrêtés souvent. On a envoyé à Mantoum, à Tcholéré, il n'y avait aucun dossier, ils en ressortaient 10 ans après, malades, aveugles, etc. C'est parce que je connais cet environnement-là que quand je suis sorti de prison, non seulement j'ai continué la lutte politique, mais j'ai choisi de ne jamais exposer de quelque manière que ce soit, par des décisions politiques, de quelque manière qu'elles soient, de quelque sorte qu'elles soient, les acteurs politiques au risque d'aller en prison. Monsieur Maître Sim s'exprime avec beaucoup d'émotion, mais ça ne m'émeut pas. Parce qu'il n'est pas sincère. Maître Sim n'est pas sur le plateau, monsieur. Peu importe. Il a intervenu sur le plateau. Non, il est intervenu quand même. Mais il est intervenu, monsieur. On ne peut pas parler de quelqu'un qui n'est pas là. Vous parlez tous les jours du président Biya, il n'est pas là. Le président Biya, une minute, permettez-moi. C'est le président, vous avez parlé de ce cas, il n'est pas là. Permettez-moi. Quelqu'un qui a volé les Non, non, la parole. Maître Sim a été dans le plateau. Maître Sim a été dans le plateau. Vous allez me donner une minute. Je vous donne la parole. Permettez-moi de faire la police de la... Mais j'ai pas l'habitude de faire les plateaux, tout le monde parle au même moment. Je vous en prie. Il y a des stylos, notez. Même si c'est dur, vous aurez la parole, je vous en prie. Il faut interrompre monsieur Elimbi. Non, écoutez. Il faut l'interrompre. Monsieur ne peut pas laisser que monsieur Elimbi parle de Maître Sim qui n'est pas sur le plateau. Je vais en parler. Dans ce cas, je vais parler avec vous. On arrête l'émission. On arrête l'émission. On arrête l'émission. Votre émotion n'émeut personne. Parce que si on parle tous ensemble... Elimbi Lobel, s'il vous plaît. Ça n'engage que vous. Ne parlez pas de quelqu'un qui n'est pas sur le plateau. Si, je vais en parler. Il a intervenu. Monsieur Kamini, il est dans si on l'émission. parle tous ensemble, on ne va pas se faire comprendre. Il ne restera qu'à mettre un terme à l'émission. Mais si on veut que les gens nous entendent, parlons un à la fois. Et je vous en prie, permettez-moi de faire la police. Dites-le à M. Elimbi Lobel. Non, je vous le dis aussi. Par contre, M. Elimbi Lobel, vraiment, Maître Percy ne pourra pas réagir. Je vous empêche de faire la Maître Sim, pardon. Pourquoi peut-être qu'il nous regarde en ce moment. Il ne pourra pas voir comment certains sont opposés à la démocratie, qu'ils nous accusent d'être... Non, il ne pourra pas à nouveau réagir. Donc je vous en prie. On peut d'ailleurs pas remettre la sincérité de Maître Sim en cause. Vraiment. Donc je vous en prie, vous allez certainement à analyser ses propos. Mais vraiment tenons compte de ce qu'il pourra difficilement revenir sur le plateau. Peut-être qu'il ne suit même pas l'émission. Donc je vous laisse poursuivre. Maître Sim est intervenu dans l'émission. Il est donc partie prenante de l'émission. Et j'ai le droit d'avoir une opinion sur ce qu'il a dit. N'en déplaise aux gens qui pensent que leur épiderme impressionne. Oui, mais les adjectifs que vous collez à vos opinions... C'est une opinion. Quand je remets en cause la sincérité de quelqu'un, oui, je parle de ce que je reçois, de ma réaction par rapport à son message. Permettez-moi donc de vous dire... Maintenant, j'ai compris. Voilà. Ne perdons pas le temps sur des détails. Allons-y. Ça ne changera rien. Je parlerai de ce que Maître Sim a dit. Voilà. Puisque quand il a commencé son propos, il a fait une leçon de choses à ceux qui se sont exprimés. Allez-y. Donc, je reprends en disant que il n'est pas sincère. Parce que les conditions carcérales déplorables dont il parle aujourd'hui avec emphase, parce que ça le concerne, il en souffre, ne date pas d'aujourd'hui. Ce pays est malade depuis Aïdjo sur ce qui concerne les conditions carcérales. Elles n'ont pas évolué. Quand vous regardez ces prisons-là, c'est des casernes militaires qui sont là avant les indépendances, que ce soit Newbel, que ce soit Kondegi.
elles n'ont pas été transformées. La quasi-totalité des prisons camerounaises sont des anciennes casernes. Qu'on s'en bat pareil. Donc, tous ceux qui font comme si le problème c'est aujourd'hui ne sont pas sincères. C'est des vieux problèmes. C'est des problèmes qui sont consubstantiels à la mauvaise gouvernance. Et quand les gens n'en parlent que le jour où ils sont eux-mêmes affectés, soit parce que vous avez un client qui est là-dedans et dont vous avez des relations particulières, vous avez des affinités politiques, vous en parlez. Mais Maître Sim lui-même a fait emprisonner des gens en tant qu'avocat. Il a fait son boulot, on a condamné des gens, ils sont allés dans ces conditions carcérales. Il n'a jamais dit que ne les mettez pas dans ces conditions carcérales infernales. Donc je suis en train de dire que vous ne pouvez pas être en même temps parti à la mauvaise gouvernance du pays et juge seulement le jour où vous êtes en train de ressentir les effets que vous avez produits dans ce pays. C'est pour ça que je suis d'avis avec le jeune qui a parlé tout à l'heure et qui a évoqué la responsabilité des gens qui, quand ils sont au pouvoir, oublient. Vous pensez que quand j'apprends, parce que ce qui s'est passé à Kondengui, et dont vous n'avez pas parlé, c'est que des prisonniers dits de luxe, entre parenthèses, je crois, l'ancien premier ministre, Inoné Frère et M. Olanguina, l'ancien ministre de la Santé publique, ont été agressés par cette meute-là. Et qu'est-ce que vous croyez que je souffre d'apprendre que M. Inoni, Premier ministre, qui était en charge de la conduite des affaires, qui aurait dû penser à l'amélioration des conditions carcérales, qui ne l'a pas fait, et qui en souffre aujourd'hui, qui découvre aujourd'hui que être dans une prison au Cameroun, c'est être dans un enfer. Si M. Inoni ou son avocat demain en souffre, je ne peux que rester à l'écart et m'étonner que c'est seulement maintenant qu'ils savent que c'est grave ces affaires-là. Lui, Ernest Diboko, je voudrais qu'on revienne un peu sur donc, les relents politiques de ces questions. Je l'ai rappelé au départ, il y a quand même un certain nombre de prisonniers qui ont dénoncé leurs conditions, les raisons pour lesquelles ils sont là-bas, le traitement et puis la lenteur judiciaire. Vous dites, sur le plan politique, on aurait pu éviter cela. D'emblée, je dirais non. Je pense même que par extraordinaire, il n'y ait pas plus souvent de mutinerie quand on connaît les conditions dans lesquelles les gens vivent en prison. C'est extraordinaire que ça n'arrive pas tout le temps. Je pense que c'est le climat actuel et la conjonction d'un certain nombre de choses qui a mené à l'exaspération. Mais quand on connaît, Maître Sima a un peu évoqué les problèmes de maladie, les problèmes de promiscuité, les problèmes de surpopulation, les problèmes de santé. Il y a des gens, comme il disait, qui sortent aveugles de prison. Il y a des gens qui sortent tuberculeux de prison. Bon, ceci dit... Sans compter les agressions homosexuelles. Est-ce qu'il faut politiser? Cette histoire nous concerne tous. Je ne pense pas que il faut rejeter les responsabilités d'un parti en autre. Ça nous concerne tous. Parce que le jour où un de nos frères est en prison, on ne regardera pas s'il est du MRC, s'il est du RDPC, s'il est du SDF, etc. Ce jour-là, il comprendra qu'il faut se préoccuper de nos frères qui sont incarcérés. J'ai commencé à dire tout à l'heure, on transforme des gens en animaux en prison. Il y a des enfants qu'on met en prison, en contact avec des grands bandits. Quand ils y restent aussi longtemps, en sortant de là, on pense qu'est-ce qu'ils sont devenus. Donc, nous tous, que les partis, pour moi, j'interpellerai donc relents politiques, les partis politiques à se saisir des problèmes de droits de l'homme et des problèmes des conditions de détention de nos frères qui sont dans les prisons. Parce que ça nous concerne nous tous. Ça nous concerne tous. Il faut que chacun de nos partis prenne ce sujet très au sérieux et fasse remonter auprès de sa hiérarchie, dénonce qu'il y a
on a promis des constructions de nouvelles prisons, qui à Douala, qui à Yaoundé. Qu'est-ce qui empêche que ces prisons... Le problème, c'est que les villes s'étendent. Quand on finira par construire ces prisons, elles se retrouveront en plein centre de la ville, comme New Bell s'est retrouvé au centre de Douala. Donc, il faut qu'on arrête cette lenteur, il faut qu'on prenne des décisions et qu'il faut qu'on soit humain. Ce sont nos frères. Certains ont fauté, ils doivent payer leurs fautes, mais ça les transforme pas en animaux. C'est pas pour autant... C'est une réduction. Enfin, ma compréhension de la prison, c'est qu'on envoie des gens pour être rééduqués. Pour que quand ils sortent de là, que ça puisse permettre à une insertion dans la société et qu'ils ne recommencent pas. Mais je suis désolé, nos prisons aggravent la situation. Parce qu'on sait très bien que les prisonniers, quand ils sortent, ben, ils agressent à la première occasion, ils agressent, ils organisent les vols, ils agressent les dames, etc., etc. Alors, Patrick Dupri, il y a quand même eu, Elie Miloube l'a évoqué tout à l'heure, peut-être Mathias aussi, on a entendu parler, et d'ailleurs l'UNS vient de le dire, des projets de construction de nouvelles prisons. Je veux dire que de ce point de vue-là, quand même, on peut s'interroger sur la gouvernance autour de ces prisons, sur la volonté des pouvoirs publics à faire un pas de géant pour améliorer les conditions de vie, désengorger nos prisons, essayer de donner de l'espace à tous ceux-là qui sont incarcérés. Mais vraiment, on s'interroge fondamentalement là-dessus. Oui, député. La question que vous posez, elle est très profonde. Parce que c'est vous êtes déjà dans les solutions à cet engorgement. Vous savez, pour moi, quand on parle de la construction de nouvelles prisons, comme ça a été la seule œuvre de Maurice Kamto comme ministre délégué à la justice, qui était la construction d'une nouvelle prison du côté de Baham, la prison même qui a été abandonnée sous sa responsabilité également. C'est pas celle-là la solution, monsieur le député. Le but de la prison, c'est quoi? Il faut bien comprendre que la prison est la conséquence des décisions judiciaires. En prison, on a deux types d'individus. Ceux qui purgent la peine et ceux qui sont en attente de jugement. Et aujourd'hui, pour au Cameroun, c'est quoi? Pas seulement au Cameroun, même dans certains pays, on a ce problème-là en France avec le tout carcéral. C'est que de plus en plus, les pratiques judiciaires ne favorisent pas l'optimisation de nos prisons, parce que de plus en plus, les juridictions de jugement privilégient les peines privatives de liberté. Or, quel est le but? Il a parlé tantôt là de la mission de la prison. Le but, c'est quoi? C'est de fabriquer un type d'homme nouveau. On attend quoi du prisonnier? Qu'il s'amende, qu'il reconnaisse qu'il a commis du tort, non seulement à la société, mais également à lui-même, parce qu'il est privé de sa propre liberté. Mais également qu'il puisse réinsérer la société étant un nouveau type d'homme. Quel est ce type d'homme? C'est un nouveau type d'homme qui est soucieux des droits, des libertés et de l'espace public, et qui respecte les règles du vivre ensemble, les règles qui régissent la vie en société. C'est de ça qu'il est question. Et si la solution consiste donc à agrandir les lieux où on arrête les gens, où l'on maintient les gens, ou à améliorer les conditions pour faire de nos prisons les hôtels, on n'aurait pas répondu à la question. Parce que le but, c'est quoi? Le but de l'éducation doit être de diminuer plutôt le nombre de cas de violation des lois. C'est cela le but même des lois. Ce n'est pas d'augmenter le nombre. Je prends un peu un cas pour montrer un peu comment ceux qui attaquent ces sujets, ils attaquent très mal. En 2008, l'université de Grenoble, qui est en France,
fait une étude sur la réforme de notre système pénitentiaire, où on avait fait passer j'ai eu à parler de CSI, où on avait fait passer l'administration pénitentiaire du ministère de l'administration territoriale au ministère de la Justice. En 2008, vous savez combien de places est-ce que nos prisons offrent? En 2008, on a 123 prisons. Les 123 prisons donnent une capacité de 10 070 places. Et on était à combien? À plus de 25 000. Quelle est la solution que M. Kamto, qui était au ministère de la Justice, et les autres ont eu à donner? En 2008, il demande qu'on construise de nouvelles prisons. D'où la fameuse prison qui est en construction à Baham. Je vous en prie. Quand on vous nomme à des responsabilités, c'est pour apporter les réponses. Je dis bien ceci. Ils le font. Toutes les voix se sont levées à cette époque pour dire que ce n'est pas la bonne approche. Ce n'est pas cela l'approche. L'approche est quoi? Il faut, comme vous voulez qu'on aille vite sur les Non, on va prendre la solution tout à l'heure. Ok, on va revenir, mais je voulais juste finir parce que vous avez parlé d'un aspect politique. Absolument. Il y a une chose qui est vraie, qui est incontestable. Dans cette prison, centrale, parce qu'il y a 3 types de prisons dans notre pays. Les prisons centrales qui sont pour les chefs-lieux de région, les prisons principales qui sont pour les chefs-lieux de département, et les prisons divisionnaires qui sont pour les chefs-lieux de département. Et pour le cas de Konangui, il y a 2 prisons, centrale et principale. Et c'est la prison centrale où il y a eu tous ces événements. Et il faut reconnaître que dans cette prison centrale, il y a plusieurs détenus qui se réclament d'être détenus pour les faits politiques et dont on sait tous qu'ils ont des idées de soulèvement. Et quand vous voyez même les vidéos qui sont passées en ligne, ça commençait par les militants qui se revendiquaient de la cause anglophone, et après c'était récupéré par le vice-président du MRC, et ce qui est même très très surprenant, puisque là, pour moi, ça confirme les thèses selon lesquelles le MRC est devenu adepte des mouvements insurrectionnels, puisqu'on a vu ce monsieur se bavaner, et malheureusement pour lui il se fait arrêter, et la loi passera. Merci, monsieur. Dans les responsabilités, le professeur Maurice Kamto est revenu plus d'une fois. Vous avez quelque chose à dire à cela? Je voudrais d'abord, monsieur Dupita, vous faire constater que vous avez invité 2 fervents militants du RDPC, et en me faisant croire que monsieur Elimi Loubet était, n'est-ce pas, un membre de Kautal. Je constate très bien que c'est un fervent militant du RDPC, puisque il a même glorifié son ami monsieur Bia tout à l'heure. Mais que c'est d'où? Je voulais d'abord faire cette précision. Il a glorifié en mondialisant son ami monsieur Bia. Comme c'est moi qui recule. Non, attendez, vous dites que je vous ai fait croire. Je ne vous ai fait rien croire. Monsieur Elimi Loubet, il est en train de mettre une plateforme Kautal sur pied. Oui, c'est dans ce cadre-là qu'il est invité ici ce soir, première chose. Il est présent. Deuxième chose, je ne lui connais pas une carte de militant du RDPC. Aux dernières nouvelles, je sais qu'il était au SIF. Maintenant, si vous me dites qu'il a pris une carte de militant du RDPC, vous aviez la parole. Il a glorifié son roi tout à l'heure. Je vous revenir à demander. Vous allez répondre tout à l'heure. La preuve de ces années. Vous allez répondre tout à l'heure. C'est comme ça qu'il se retrouve à Koné. Pour revenir à monsieur, j'ai l'impression que monsieur Anissé Mani ne comprend pas bien votre question. Il est carrément égaré. On vous demande, c'est quoi les solutions? Non, on en était au... C'est vraiment que vous ne venez pas. C'est vous qui ne suivez pas. Exactement. On en était à interroger l'aspect politique des revendications. Son problème, c'est Maurice Kamto. Non. Dans le bout de ses lèvres, c'est Maurice Kamto. Du matin, c'est Maurice Kamto. Monsieur Anissé, il ne s'agit pas de cela. Avant Maurice Kamto, monsieur Bia était là avec tous ses voyous. Rien n'a changé. Après Maurice Kamto, monsieur Bia est là avec ses voyous. Rien n'a changé. C'est ce que je suis en train de dire. Je veux dire cela, monsieur Dipita, pour dire que j'étais en Condé. Je me suis rendu à l'infirmerie.
J'avais une température de 39, je faisais du palu. On me dit il n'y a pas de médicaments. Il n'y a pas de médicaments. Et ils me disent, parce que l'Union européenne, depuis un certain temps, ne donne plus les médicaments. Mais je dis, c'est un scandale. Imaginez-vous, vous faites une température de 39. Vous allez à l'infirmerie, on vous dit il n'y a pas de médicaments. Et vous rentrez dans votre quartier avec cette température. Et vous, c'est un vendredi. Le médecin revient jusqu'à lundi. Imaginons plusieurs cas comme celui-là. Monsieur Djipita. Un seul jour de monsieur Bia à l'hôtel Continental, ça règle ce problème. Mais il faut dire la vérité aux Camerounais. Je dis un seul jour de monsieur Bia à l'hôtel Continental, ça règle ce problème. Ça coûte combien l'hôtel Continental un jour de monsieur Bia? Moins de 14 milliards. Oui, même si c'était 5 milliards, monsieur Libilo. Il s'agit de médicaments de paludisme qui coûtent pas cher. J'ai seulement donné le prix. On va faire ce rapprochement. Parce que c'est ça qui empêche. Allez-y. Au milieu de cela, monsieur Djipita, vous ne pouvez pas nous expliquer comment à l'intérieur de la prison, lorsqu'il pleut, les détenus dorment dans la pluie. C'est des choses qu'il faut décrire, il faut le dire. On l'a Ils dit dorment dans la pluie. On dit en 2004, en 2008. Ils sont comme ça, plus de 2000. Ils n'ont pas d'abri. Ça s'aggrave tous les jours. Comment vous pouvez expliquer qu'en Kondengui, des détenus défaits comme ça en plein air, dans des rigoles? Parce que pour plus de 3000 détenus, il y a 2 toilettes. Comment vous pouvez expliquer que des gens, monsieur Djipita, sont là depuis plus de 7 ans comme des prévenus? Comment vous pouvez expliquer cela? Et ils vous disent que ceux avec qui ils étaient dans le même dossier sont libres justement parce qu'ils ont donné des paquets aux magistrats. C'est ce qu'ils nous disent. Mais je dis, c'est ce qu'ils nous disent. Que ceux avec qui ils étaient dans le même dossier. Je dis, c'est ceux qui étaient libérés. Exactement. Ceux qui étaient vos camarades. Je dis les prisonniers à part entière, qui sont également Ah, d'accord. qui sont restés. Ils nous disent que lui, il est là parce qu'il n'avait pas de l'argent. Les prisonniers de droit commun, pas les prisonniers politiques. Bien sûr, puisqu'ils sont nombreux. Ils nous disent qu'ils sont encore là parce qu'ils n'avaient pas de l'argent. Ce que je veux comprendre, permettez, vraiment, je veux comprendre. Il y a des prisonniers de droit commun qui sont à Kondengui pour la même cause et qui sont libérés, certains, pour... Non, je parle des détenus ordinaires que nous avons trouvés à l'intérieur. Oui. Pour la même cause. Pas pour la même cause. D'accord. Chacun pour ses raisons. Il nous explique quand il regarde nos situations, il nous dit, mais c'est comment, pourquoi vous êtes là? Nous les expliquons, c'est là où ils nous disent aussi comment ils ont fait pour être là. Et ils nous disent, nous sommes là parce que, nous sommes encore ici parce que nous n'avons pas de l'argent. En fait, ceux-mêmes qui ont commis le forfait sont libres parce qu'ils ont donné des paquets aux magistrats. Allez-y. Comment est-ce que nous pouvons expliquer cela? Ils sont là depuis plus de 8 ans comme des prévenus. Monsieur Anissé Mani, expliquez-nous cela. Il s'agit de votre gouvernement. On va bien vous expliquer. Hein. Qu'est-ce qui peut bien se passer? Monsieur Djipita, s'il permet, il peut bien vous répondre. Non, il va répondre, mais vous savez que la parole est... Et j'ajoute en disant que quand monsieur Mani dit que cette grève a commencé par une manifestation des anglophones, ensuite le MRC a récupéré. Je vais dire, ce n'est pas le premier soulèvement. Vous dites des choses que vous ne connaissez pas. J'étais là quand il y a eu un premier soulèvement. Il y a combien de temps environ? Ça fait environ 1 mois. Lorsque les éléments de la gendarmerie étaient venus pour une fouille générale, il y avait également eu un soulèvement ce jour. Et le Mamadou Mokhtar, le président Mamadou Mokhtar que vous accusez aujourd'hui, c'est lui qui avait sécurisé ces gendarmes-là qui étaient pris d'assaut par les policiers pour les garder à son local numéro 1 au quartier 3. C'est lui qui les avait sécurisés. Ils étaient au nombre de 14. Ils étaient près de 14. C'est lui qui les avait sécurisés pour les éviter la vindicte populaire. Ça dit les prisonniers étaient déterminés à en découdre avec eux. Ils sont restés dans ce local plus d'1 heure de temps avant d'être escortés après. Il faut aussi reconnaître ce qu'il a fait. Donc, c'est pour vous dire que si vous ne reconnaissez pas cela et que vous posez ça, vous êtes de mauvaise foi. Ou soit vous êtes malhonnête, ou soit vous êtes de mauvaise foi. Non. C'est de ça qu'il s'agit. Bon, alors,
Je voudrais dire un petit truc. Oui. S'il est petit, oui. Vraiment, il est petit. Je voudrais lire à mon ami. Je lui ai gardé le livre de 1er Corinthiens. C'est important, c'est important. 1er Corinthiens. Enfin, vraiment, je ne parle pas à toi. Je passe par toi pour parler à des millions de Camerounais qui utilisent ce livre comme un code de conduite. 1er Corinthiens, chapitre 10, verset 21 dit que vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Ce que nous disons et qui vous gêne, et qui ne vous aurait pas gêné si vous n'étiez pas concerné, c'est que ce régime que vous semblez décrier maintenant avec tant d'emphase, il n'est pas comme ça maintenant. Il est comme ça quand vous étiez dedans. Il est comme ça avant que vous n'entriez dedans. Vous ne le décriez pas. Il y avait déjà une opposition. Des gens étaient déjà allés en prison politique. Les Diofundi avaient déjà été battus. Les Damdiou avaient déjà été persécutés. Les gens avaient fait ces choses-là, ont vu ces choses longtemps avant vous. Ils les ont décriées. Ça ne vous a pas empêché de venir participer à la table des démons. Ils ont décrit, M. Ebiné, il fallait que nous passions à l'action. Vous êtes incapable d'attendre votre temps. Ils ont décrit, mais nous passons à l'action. Je n'ai pas fini. Ah, donc vous reconnaissez que c'est vous nous devons passer à l'action. Parce que vous avez mené Parce que je croyais que c'est moi qui a Non, nous devons passer à l'action. C'était décrié hier. Nous ne pouvons pas aussi venir décrire comme alors que nous pouvons mener notre combat. Je termine la vérité. Je peux terminer. Ceux qui sont passés à l'action. Je dis bien qu'avec ce gouvernement dans notre combat, nous allons pas décrier comme certains l'ont fait. Nous allons combattre et passer à l'action. Justement, nous pouvons passer à l'action. Justement, quand nous faisons notre marche blanche, c'est l'action. Ouais, quand même, vous êtes dans l'action. Laisse-moi finir. Termine. Quand j'étais en prison, on avait amené un caporal, chef qu'on a retrouvé à l'intérieur de la présidence de la République, on ne sait pas comment. Bon, il est venu là, mais c'était quelqu'un qui avait l'air d'être un déséquilibre mental. Et il avait l'habitude de dire quelque chose qui abusait tout le monde. Il faut que, quand on forme les magistrats qui vont juger et condamner, qu'on les amène d'abord faire quelques jours en prison, pour qu'ils voient où ils envoient les gens. Je dirais la même chose. Quand les avocats sont en train de défendre un client contre un autre mise en cause, ils demandent son emprisonnement. Ils demandent qu'on le mette dans les conditions carcérales qu'il connaît et qu'il décrit quand son client est en prison. Vous voyez donc que cette façon de se comporter là est une espèce d'un serpent qui se mord la queue. Parce que les gens ne souffrent que le jour où ils sont mis en cause. Quand ils ne sont pas mis en cause, ils ne savent pas comment fonctionne la société. Quand Capto est au pouvoir, les gens sont dans l'opposition. On décrit, il est au pouvoir, ce pouvoir nous persécute. Ce pouvoir arrête des gens qui manifestent sans autonomie. Ouais, je n'en prends pas l'histoire à personne. La démission n'absout pas ses fautes. Sa faute, c'est d'avoir participé à un gouvernement dont il est comptable, même s'il démissionne. Exactement, il a donc vu qu'il ne pouvait pas. Je n'ai pas dit qu'il peut. Je n'ai pas dit qu'il peut. Je dis simplement que maintenant qu'il voit les fruits de sa production. Ce n'est pas maintenant. Maintenant qu'il voit les fruits de sa production, parce que s'il savait que ce régime était si mauvais, s'il savait qu'on emprisonnait les gens si mal, il n'aurait jamais dû aller à l'intérieur de ce régime. Et je termine en disant que pendant que certains individus au Cameroun, il faut que le peuple du changement le sache, pour ne pas se tromper de choix. Pendant que certains individus au Cameroun entrent et collaborent avec le régime, il y en a qui sont déjà dans le combat. Donc ceux qui s'en vont dans le régime, tous ceux qui vont découvrir là-bas après,
Mais rien de nouveau, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Le régime n'a pas changé. C'est seulement les gens qui valent. Un coup, il entre dans le régime, un coup, il en sort. Certains ont commencé dans l'opposition, ils entrent dans le régime, et puis ils en sortent. Et patati et patata. Ce sont ces comportements qui minent nos capacités à renverser question à effectivement tous, en ce régime. commençant par lui, Ernest. Quel peut être l'impact des incidents qu'on a connus hier? Je dis qu'on est quand même dans une situation sociopolitique qui interpelle plus d'un. Si on note les crises du nord-ouest et du sud-ouest, et même aussi une situation sécuritaire qui interpelle l'extrême nord, une situation humanitaire avec ces déplacés-là qui interpelle également. Alors ce qui s'est passé hier, quand même, ça, je veux dire, orienté pratiquement tous les regards, une fois de plus, sur le Cameroun. Quel peut être l'impact de ces incidents, peut-être sur la suite même de l'atmosphère globale sociopolitique, de la suite de l'atmosphère dans les différentes prisons? À quoi peut-on s'attendre? J'allais rétorquer en posant une petite question, l'impact à l'intérieur des prisons ou hors de prisons? De façon générale, qu'elle soit à l'intérieur des prisons, je l'ai dit sur le plan sociopolitique, est-ce que ça peut avoir des incidences? Bon, je pense que ça nous permet de nous interpeller. Il faut que ça nous interpelle sur plusieurs plans. Sur les conditions de détention des gens, sur le mélange des gens à l'intérieur des prisons. Parce que quand vous mettez des hommes politiques, à tort ou à raison, avec leurs idéologies, à côté des gens qui ne sont pas politisés, il y a des chances qu'à l'intérieur des prisons, ils aillent les politiser dans un mauvais sens. Donc je pense qu'il faudrait penser à... Quand on enferme les gens, qu'on les sépare, hein, qu'il n'y ait pas de mélange. De mélange. C'est-à-dire que par exemple les détenus de droit commun, soit de leur côté, les détenus dits politiques, encore que quelqu'un nous a démontré, je ne sais pas, sur Média Afrique, que ce n'est pas des détenus politiques. Quand vous avez fait une manifestation non autorisée, vous n'avez pas la parole. Vous poursuivez pour terminer. Oui, c'est une condamnation de droit commun. Ça nous interpelle parce que depuis quelque temps on nous parle de ce fameux dialogue. Je pense que tout ça a des incidences aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Il serait peut-être temps qu'il y ait une réconciliation dans ce pays, qu'on se décide enfin à avoir ce fameux dialogue national. Je pense que ça va permettre de enfin calmer le jeu. Plus ça traîne, plus des événements vont se produire, plus la situation va s'aggraver, au risque qu'à un moment, on ne puisse plus rien contrôler. Mathias, vous avez l'impression que ça pourra avoir un impact? Peut-être un peu plus de pression vis-à-vis des pouvoirs publics? Est-ce que sur le plan de la situation sociopolitique, ça pourrait que c'est peut-être permettre aux hommes politiques, qu'ils soient du gouvernement ou de l'opposition, de réfléchir ensemble pour des solutions d'apaisement, d'amélioration des conditions des détenus et autres? Monsieur Dipita, oui, bien sûr. C'est justement pourquoi tous les jours on demande un dialogue national et inclusif. Et ce n'est pas facile avec ce pouvoir, M. Dipita. Parce qu'un régime qui se meurt, c'est pas facile pour lui de tenir un tel dialogue. Ils le savent. Celui qui peut tenir un dialogue aujourd'hui et que ce dialogue peut avoir lieu et réconciliation, c'est le président Maurice Kamto. Vous ne pouvez pas nous faire croire que le leader est de l'opposition, parce que M. Bia est le leader de l'opposition. Il faut le marteler. Le président est à Kondengé. Voilà celui qui peut organiser un dialogue et ça tient. Vous aussi arrêtez ça. Sinon pourquoi ce dialogue tarde à arriver depuis? Pourquoi? Expliquez-moi. Ça nous avance à rien. C'est parce qu'ils sont dans l'incapacité et même dans l'illégitimité totale. Je vous mets à défi que si le président Maurice Kamto
tient ce dialogue aujourd'hui, le pays sera réconcilié. Mais vous ne pouvez pas arrêter les gens que vous dites même qu'ils sont des amis d'élection, vous les embastillez. Vous arrêtez les gens hier qui ont revendiqué, qui voulaient que vous traduisez l'OADA en anglais, comme ils peuvent entendre. Vous les embastillez, vous les tuez. Et puis demain, on vous dit dialogue, vous êtes incapable de le faire. C'est un échec, M. Djipita. Il faut ces acteurs-là. Il faut le président Maurice Kamto. Il faut Ayou Sissi Koutabi. Il faut le Mancho BBC, avec qui nous étions en Kondengé, pour participer à ce dialogue. Tant que ces personnes ne sont pas là, je ne pense pas que c'est prometteur. Patrick, sur l'impact. En fait, je veux d'abord vous interpeller sur le mot du ministre de la Communication dans le communiqué. Parce que vous avez lu attentivement ce communiqué vers la fin. Il a dit une chose trop intéressante qui doit nous éveiller. En tout état de cause et en dépit de leur vérité insurrectionnelle, le gouvernement demeure attentif aux appels de ses compatriotes détenus et attend continuer à œuvrer pour ce qui est de la responsabilité à une diligence des procédures en cours dans le strict respect de l'indépendance du pouvoir judiciaire. Voilà ce que dit le ministre. C'est de dit, M. Agnès. Et si je reviens à ce que mon ami Mathias on ne peut pas dire quelque chose, on fait son compte, on déporte encore des gens dans des... Où on sert, si je c'est pas sérieux. Mathias vient de dire, je dis, mon cher Mathias, c'est vous qui n'êtes pas sérieux. Vous ne pouvez pas me dire qu'au lendemain de l'élection présidentielle, d'abord, être deuxième à une élection présidentielle ne confère pas une immunité. C'est vous qui le dites, nous savons que c'est nous les vainqueurs. Qui vous donne le droit de vous comporter en hors la loi. Lorsque vous piétinez les lois et les règlements de la République, alors la République s'abat sur vous avec toute sa force. Mais M. Djipita, alors, quand on m'arrête, dit ceci, monsieur Agnès, s'il vous plaît, quand on m'arrête, on me déporte avec un mandat de perquisition. Monsieur Kamini, une seconde avant lui, vous avez la parole. Soyons sérieux. Avec un mandat de perquisition de Douala pour Yaoundé. Monsieur Kamini. Et arrivé à Yaoundé de GST pour la prison. Monsieur Kamini. Mais attendez, soyons sérieux. Vous parlez de quel droit? Une seconde. Monsieur Kamini, une seconde avant lui, vous aviez la parole. Soyons sérieux. Il faut éclairer les gens, M. Djipita. Donc, comme on doit être sérieux, laissons-le parler. Quand il a fini, il nous dit. Je vous donne la parole. On va vous suivre même qu'à 23h. Une toute petite parenthèse. Je vous le permets. Je pense qu'en écoutant M. Kameni, je réalise les dégâts de la prison sur un individu. C'est ça, effectivement. C'est ça. S'il a été élargi, ça veut dire qu'on n'a rien trouvé contre lui. Mais quand j'entends son discours, ça veut dire qu'il est en train de se radicaliser. Ça, c'est les dégâts de la prison. C'est les dégâts de la prison. Donc il faut qu'on veille également à ça. Non seulement il se radicalise, mais en plus il devient un peu perturbé parce que bien sûr. Il a un comportement qui n'est pas du tout républicain. On va écouter, puis vous prendrez la parole quand je vais vous la redonner. Ok, donc disons que on ne peut pas piétiner les lois et règlements de la République et penser que cela va passer comme cela. Lorsque M. Maurice Kamto, dès la fin du processus électoral, s'autoproclame président, c'est là qu'il a commencé à violer les lois de la République. Le gouvernement a été indulgent. Lorsque ses soutiens, ceux qui marchent avec ses effigies, qui chantent partout, Maurice Kamto président et autres, quand ils ont excellé dans l'intolérance en s'attaquant aux artistes à l'extérieur, on l'a tous vécu, les Camerounais ont été très tolérants. Ils ont vu cela, ils ont dit ok, avec le temps, il va se calmer. Lorsque ceux qui marchent avec son nom, avec ses effigies, qui chantent partout comme ton président, ont
saccagé nos ambassades. Les Camerounais ont plié un autre doigt. Ils ont mis ces photos et consorts dans les ambassades. D'autres ont même eu à faire à pisser dans les ambassades et consorts. Les Camerounais ont plié le doigt. Encore plus qu'avant ce fameux jour, c'était Andokoti. Moi, j'étais là ce jour-là. Je me rappelle de ce jour, le 26. Après avoir tenté de marcher du côté de Yaoundé, M. Kamto, avec un petit groupe, sont arrivés à Andokoti vers 19h. Nous sommes à Andokoti, où ils déclarent que tous ceux qui l'ont soutenu à travers le monde, vu que ces militants ont été violentés, doivent sortir et faire entendre leur voix. Et effectivement, la base est sortie. Aucune enquête. Non, permettez que j'avance. Permettez que j'avance. Monsieur Kameni, si vous voulez qu'on entre dans ça, une chose, il ne faut pas faire ce que vous voulez faire là plus que moi. Non, on va pas parce que je suis très républicain. Je suis républicain que je m'abstiens d'entrer dans ce que vous faites. Mais sachez qu'il n'y a pas une école pour être désagréable. Hein, il n'y a pas d'école. Il n'y a pas d'école. Je ne peux pas vous laisser raconter de restez poli et moi aussi, je vais me battre pour vous laisser continuer à dire ce que vous voulez dire. Alors, les Camerounais ont été très, très pondérés. Ils vous ont laissé. Alors, la justice s'est mise en branle. On vous a arrêté. La justice qui a servi M. Kamto pendant 7 ans au gouvernement. Et ce qui me fait plus rire, c'est qu'aujourd'hui, le fameux code de procédure pénale qui avait été écrit par le cabinet de M. Kamto à 100 millions la page, et aujourd'hui, le même début de l'émission, c'est le même document aujourd'hui qu'il avait écrit pour les autres, croyant que ça allait permettre de neutraliser ceux qui ne pensaient pas comme lui, mais aujourd'hui, qu'il l'accepte. C'est pour dire, moi au niveau de l'impact, ce que je veux dire est simple, c'est que cette histoire, si le discours aujourd'hui, c'est que ce qui s'est passé à Kondangui ou ce soir du côté de Boya, en attendant que les éléments puissent être regroupés, et de faire libérer les prisonniers qui se disent politiques mais qui ne le sont pas, ça veut donc dire que c'était une action coordonnée et qu'on est en plein dans la politique. Non, je dis si l'objectif est de faire libérer, y a-t-il des militants du MSC conditionnel? Il y a deux types de prisonniers. Il n'y a pas que le MSC. On a les prisonniers politiques de la crise anglophone. Et de ce point de vue, on attend la conclusion des actes. Faire la lumière. J'ai dit si. Ils ont déjà conclu. Je suis conditionnel. J'ai dit si, s'il vous plaît. Ils ont déjà conclu sur l'impact. Je suis conditionnel. L'impact des événements d'hier, quel impact ça pourrait avoir sur l'environnement socio-politique, sachant qu'évidemment qu'on a des soucis dans le nord-ouest et le sud-ouest, des soucis sécuritaires à l'extrême nord? Écoutez, une prolifération des situations de crise, fussent-elles des épiphénomènes, parce que les mutineries, c'est des épiphénomènes. C'est pas... Mais dans le contexte global, quand même... Oui, c'est pourquoi je dis qu'une conjonction des épiphénomènes comme ça... On est parti de janvier avec la Casa des ambassades, il y a eu des manifestations à New York, il y en a eu à Berlin, il y en a eu à Genève, on revient dans nos prisons. Ça stresse toute la nation. À l'appel de M. Bia. Allez-y. Ce que moi je veux dire au peuple du changement, parce que c'est ça qui m'intéresse. Les incantations des gens ne m'intéressent pas. Je connais le professeur Stéphane Akoa, qui est à l'Institut Paul Ngoela. Nous avons entretenu une fois ici à Douala, à l'invitation du SDF, j'y étais encore. Et il a dit quelque chose d'essentiel. Que les régimes totalitaires ont une inertie phénoménale face à la violence. Et ils ont une capacité à retourner la violence contre ceux qui la développent. Il est très difficile que la violence renverse les régimes totalitaires.
Parce que la première caractéristique des régimes totalitaires, c'est d'utiliser proprement la violence pour maintenir ce qu'on appelle la paix. Donc quand vous venez avec la violence pour vous attaquer à un régime totalitaire, c'est vous qui devenez le perturbateur de la paix. C'est pour ça que les partis politiques de l'opposition doivent faire preuve d'intelligence et de stratégie pour ne pas mener des combats inutiles, pour ne pas être dans des fausses pistes. Il nous faut rester attachés à l'esprit et à la lettre de la Constitution que le professeur Maurice Kamto nous rappelait en 2004. En 2004, lorsque le SDF a perdu les élections, il y avait des gens qui avaient des courants insurrectionnels, les Nietzsche, etc. Maurice Kamto avait écrit pour nous dire que les décisions du Conseil constitutionnel sont des dogmes. Elles sont non variétoires. Et qu'est-ce que la Constitution à laquelle nous sommes tous assujettis dit dans l'article 50? Les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles s'imposent au pouvoir public, à toutes les autorités administratives, militaires, juridictionnelles, ainsi qu'à toute personne physique ou morale, même si c'est le deuxième à l'élection. Il faut que cette disposition-ci soit respectée. Tous ceux qui, par émotion, pensent que crier pour contester les décisions du Conseil constitutionnel, ça va leur rapporter quelque chose qui ressemble à de l'amitié ou Monsieur Limier, l'adhésion. c'est pas le professeur qui provoque les mutineries dans la prison. Non, je suis en train de conclure. Qu'on avait affaire je suis en train de conclure. Je suis en train de raconter n'importe quoi ici. Et je n'arrête pas. Monsieur la Cour constitutionnelle, ils sont incapables de nous donner 32 PV. Vous pouvez nous lire des bouts de chou qui se sont assis. Des bouts de champagne. Vous avez déjà crié ça, donc et aucun parti, ils sont incapables de nous donner nos 32 PV. Ils sont incapables. Vous avez déjà crié. Nous les réclamons 32 PV. S'il vous plaît, c'est 8 mois. S'il vous plaît, c'est moi qui vous diriger sur le papier. Nous réclamons 32 PV depuis 8 mois. Ils ne nous donnent pas. Je termine. Donnez-nous les 32 PV. La constitution sur le papier, on a bien compris. J'espère que la crainte de Vous ne pouvez plus nous rouler dans la farine. La Bible dit que la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Il faut craindre Dieu. Allez-y, si vous avez trop foi en vos élucubrations, terminez. La Bible dit que dans Lévitique chapitre 18, nous ne sommes pas à l'église, nous sommes sur un plateau politique. La Bible dit que nous sommes ici sur un plateau politique. La Bible dit que la liberté on a besoin de parler des choses importantes. Les gens se mettent à condamner. C'est je vous ai dit que ce n'est pas à vous que je parle. Les gens sont en violation flagrante de la loi. Vous avez déporté des gens depuis. Vous avez déporté des gens. Vous voulez que j'intervienne? Monsieur Elim, il va pas nous éluer. Les libertés des autres, monsieur Kameni. Merci beaucoup, Dipita. Et coupez monsieur Limier quand même. Non, il termine. La Bible nous dit, et c'est Dieu qui parle. Prenez garde que le pays ne vous vomisse si vous le souillez. Prenez garde que le pays ne vous vomisse. Alors, mais si je veux dire souillez. que... D'accord, je veux dire que... Je termine vous avez terminé. On m'a interrompu. Ayez l'élégance de me donner ma seconde. Il nous a vu ça dans son dernier. Une seconde. Voilà. Donc, je veux dire au peuple du changement que notre problème, ce n'est pas de venir sur les plateaux de télévision, entendre les nouveaux convertis qui parlent des choses dont on a déjà parlé il y a 30 ans. Et le pays n'a pas changé. Ils viennent de découvrir ça. Ils ont encore l'énergie pour vociférer. Nous, ce qui nous intéresse, c'est comment on en sort. On en sort en allant aux élections législatives et municipales qui arrivent. Avec une stratégie nouvelle qui s'oppose aux stratégies qui nous ont fait échouer 16 fois. La division, la dispersion, le faux combat. Nous allons à l'élection présidentielle
on croit que c'est pour renverser le président Biya et son régime. On se rend compte que les gens allaient à l'élection présidentielle pour obtenir un classement, pour être premier, deuxième, troisième, leader de l'opposition et toutes sortes de dérives. Concentrons-nous donc à l'essentiel. Les jacasseries de ceux qui ont servi le régime hier et qui découvrent que ce régime est pire, eh bien, ne nous intéresse pas. Parce que nous, on a découvert avant eux que le régime était mauvais. Ils ne nous ont pas écoutés. Ils sont quand même partis servir ce régime. On vous a compris. Quand tu pars jouer avec le serpent, on te dit que ne joue pas avec le serpent. Si tu te mords, tu es responsable de ta morsure. Merci beaucoup. C'est ce que dit l'adage. Mathias, une esquisse de solution quand même. Je veux dire qu'on a essayé de... On a parlé, on a évoqué les problèmes dans tout. J'ai déjà donné la solution. C'est laquelle? J'ai même anticipé. C'est laquelle? J'ai dit que pour que le pays sorte de cette situation, le leader de l'opposition, qui est M. Biya, moi je le martèle, doit mettre en place les conditions de transition. Le leader de l'opposition, c'est qui, M. Biya? Mais c'est M. Biya, il a perdu les élections. C'est le président. Vous laissez que sur le plateau télé, on continue à marcher sur les décisions du Conseil constitutionnel. Moi je m'en M. Djipita, vous permettez-moi que je donne et je prends la parole. Il ne faut pas que les gens soient libres de transgresser les règles du pays. Vraiment, on ne va pas le faire sur ce plateau. Le président de la République. Monsieur Djipita. Monsieur Djipita. Non. On ne vous laisse pas parler. Non, Elimbi Lobé. Non. Vous n'êtes pas modérateur. Vous avez empêché les gens. Vous n'êtes pas modérateur. Les décisions du Conseil constitutionnel. On ne va pas vous aider. Je suis la même voix que vous. Je n'ai pas dit ça. Vous êtes obligé de respecter les décisions du Conseil constitutionnel. Vous êtes obligé de vous avez le Conseil constitutionnel. Je vois jusqu'à quel point vous êtes avec ça. Ce n'est pas le Conseil constitutionnel qui vous donne les brevets. Oui, je vais vous la redonner. Je vais vous la redonner. Mais à condition que le président de la République, c'est Paul Biya. C'est tout. Si vous ne le dites pas ici, on ne fait plus de débat. Non, on ne fait plus de débat. Moi, je vais empêcher le débat. Vous empêchez le débat ici pour transgresser les décisions du Conseil. Le Cameroun ne vous appartient pas. Non, je n'aurai pas ça. J'ai ça maintenant. Comme vous avez laissez-moi. Non, on ne vous laisse pas. Vous n'avez pas la liberté de transgresser les décisions. Vous n'avez pas la liberté de conduire le plateau. Tant que vous ne nous remettez pas vous allez aux élections et vous sortez sans PV. Vous n'êtes pas modérateur. Une seconde. Mais on est hors du sujet. Mais c'est pas possible. Ne croyez pas que l'enthousiasme nous impressionne. Il y a un Conseil constitutionnel que vous nous avez rappelé de respecter en 2004. Et c'est tantôt qu'il a fait. Vous pouvez maintenant faire peur aux gens que vous avez. Vous avez fait ça, ça suffit. Plateau. Alors, Elimbi, vous ne pouvez pas être fâché plus que moi. Si. Non, c'est moi qui organise. Le respect de la Constitution, ce n'est pas une affaire de Djipita Togo et dans son émission. C'est une affaire que vous-même, en tant qu'institution de ce pays, vous devez participer à faire respecter les décisions du Conseil constitutionnel. Et votre plateau ne peut plus être un endroit où chacun vient se proclamer élu. Elimbi Lobé. Il a raison. Monsieur, moi je vais me fâcher aussi ce soir. Non, monsieur. Pas sur ce plateau non plus. Ça suffit. Alors, moi je dis ceci. Personne. Non, Elimbi, écoutez-moi une seconde. Vous n'êtes pas plus responsable juridiquement sur ce plateau que moi. Si un problème, c'est moi qui y vais. Tout à fait. Alors, permettez que je donne la parole sagement et que je vous la reprenne. Si c'est possible. En même temps, M. Kameni, je vous l'ai dit, le président de la République est connu. C'est Paul Biya qui était élu, qui était proclamé élu, qui était investi. Après le résultat de la Cour constitutionnelle, on ne va pas remettre ça ce soir ici sur le plateau. Et c'est irréversible. Non, il faut qu'on soit d'accord là-dessus. On ne peut pas revenir là-dessus. Maintenant, vous allez mettre tous vos arguments en considération de cela sur ce plateau. Monsieur Djipita, oui. Je suis tout à fait d'accord. Et ce n'est pas le sujet. Et puis, laissez-moi m'exprimer. Non, si vous vous exprimez sur des questions qui ne sont pas... Pourquoi je suis à la télé, je parle, ça vous dérange? Ça me dérange parce que je parle des 32 000
procès-verbaux ici ce soir. Je parle d'une situation précise. Mais laissez-moi donc dire que... Non, je ne vous laisserai pas parler des procès-verbaux ou de la tricherie. S'il a gagné, qu'on nous montre les... Non, ça ne concerne pas l'émission de ce soir. Non, écoutez, si vous n'êtes pas dans le thème... Je peux pas faire une émission qui est hors sujet. C'est pas le sujet. On a eu des incidents hier. Il faut qu'on débriefe là-dessus. C'est ça qu'on parle. On parle pas fait une émission qui est hors sujet. Il est encore en octobre 2018. Je vous redonne la parole. Je vous redonne la parole à condition qu'on reste dans le thème. Je viens dans le qu'on reste dans le thème. Elie Milo, vous. Non, moi je suis dans le thème. Voilà, vous avez la parole. La Constitution a dit que... Non, vous n'avez pas la parole. Non, c'est bon. C'est compris. Voilà. Et je pense que c'est celui qui nous a appris ça. Je pense que Mathias l'a compris et il va nous donner une esquisse de solution républicaine. Au problème en relation avec le thème de ce soir. Exactement. Qui était la solution? Je suis en train de dire que pour que le pays sorte de cette situation, le président est en Kondingui. Et nous demandons... Le président national du MSC. Monsieur Djipita. Le président national du MSC est en Kondingui. Oui, allez-y. Le président est en Kondingui. Le président national du MSC. Et oui, nous demandons qu'il soit libre pour qu'ensemble, on met en place le dialogue inclusif, y compris M. Siziko Ayutabe, les Manchou BBC, parce que c'est des acteurs majeurs qui, n'est-ce pas, devront participer à ce dialogue pour pacifier le pays. Voilà ce que je suis en train de dire. Lui, Ernest, je l'interpelle quand même. Est-ce que la mutinerie est liée à la présence de Kamto en prison? Non. 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 Est-ce que c'est les gens de Kamto qui organisent la mutinerie en prison? Je ne pense pas. Jamais. Ça n'a pas été dit. Mais pourquoi doit établir un lien entre les deux mutineries et la présence de Kamto en prison? C'est M. Magny qui semble dire. Non, il faut allez-y. Il faut arrêter ça. On est dans les solutions. Oui, dans les solutions. Dans les solutions. Bon, il a dit quelque chose tout à l'heure. Quand je parle des conditions en prison, je ne dis pas qu'il faut construire de nouvelles prisons pour y envoyer davantage de personnes. Non. C'est pour que les gens vivent en prison dans des conditions humaines. Qu'on construise des prisons humaines. Bien sûr qu'il y a d'autres solutions. Il y a les travaux d'intérêt général. Il y a plusieurs solutions qu'on arrête d'enfermer les gens indéfiniment sans verdict. Ça permettra de désengorger les prisons. Que la justice tranche rapidement et juge les gens en toute équité, qu'on les punisse autrement qu'en les enfermant pour les radicaliser. Vous voyez le résultat au bout de 8 mois. Ça veut dire que s'il y restait 5 ans, il serait irrécupérable. Il serait irrécupérable. C'est pas le cas. Il était déjà radicalisé. Alors Patrick, est-ce que la solution évidemment ne passerait pas non plus par, je veux dire que ce que Mathias disait aussi, c'est une voie qu'on peut explorer. Je veux dire qu'il y a quand même une frange partie de la population, tout au moins d'électeurs qui ont soutenu Maurice Kamto. Il y a que dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, il y a des voix qui écoutent Ayouk Tabé. Je dis que, est-ce que pour amener de la sérénité, est-ce que pour peut-être, pas forcément leur donner raison, mais je veux dire que explorer cette possibilité-là, on ne peut pas ramener tout le monde sur la table, discuter en camerounais et voir ce qu'il y a à faire pour en sortir. Okay. Par rapport aux solutions, parce que là on est sur deux terrains, il y a un terrain politique et il y a un terrain maintenant purement de ce qui s'est passé dans nos prisons. Je veux d'abord en venir sur le thème de ce soir. Je veux d'abord en venir là. Par rapport au thème de ce soir, je pense que pour trouver des solutions à un problème, il faut d'abord connaître les causes. Pourquoi sommes-nous arrivés en 2018 à un taux de 171% de population carcérale? D'abord, j'ai évoqué ici les pratiques judiciaires dans notre pays, parce qu'il y a 3 pratiques judiciaires qui peuvent justifier cela. Quand vous allez dans nos prisons aujourd'hui, plus de la moitié de ceux qui se trouvent sont en attente du jugement. Absolument. Deuxième chose, c'est que
notre justice, depuis un temps, pratique le tout carcéral. C'est-à-dire, les seules sanctions qui sont sur la table, c'est envoyer les gens en prison. C'est que même les délits les plus mineurs. Dès qu'on parle de terrorisme, il faut enfermer. Et troisième chose qui peut justifier cet état de choses est que ceux qui doivent sortir ne sortent pas à temps parce que les juges de détention, donc ceux qui sont en charge de l'application des peines, ne suivent pas parfois et parfois, les gens se trouvent 1 an, 2 ans de plus que ce qui est prévu pour leur incarcération. Donc, c'est la combinaison de ces trois phénomènes. Moi, je n'ai pas été ministre de la Justice dans ce pays. J'ai envie de le dire. Il y a eu des gens avec qui le président a fait confiance et qui, pour le moment, n'ont pas trouvé des solutions justes. Mais je dois quand même remarquer une chose. Dans les solutions, le gouvernement n'a pas attendu la mutinerie qui vient d'avoir lieu. Si vous vous souvenez bien, il y a une chose que M. Simayu a dit ici, que dans la procédure qui avait été mise sur pied, il est prévu les peines alternatives. Ce qui n'est pas vrai, parce qu'il fallait un autre texte qui va venir qui va mettre sur pied les peines comparatives. Parce qu'il faut que l'on puisse comparer qu'en termes de détention, voici les travaux qui peuvent être forme d'évaluation. Voilà. Et je dois saluer je dois saluer sur ce plateau le ministre président de Dieu Momo, qu'une fois arrivé au gouvernement, a pris ce problème à bras le corps. Lors de la dernière session parlementaire de juin, lors des questions au gouvernement, il a eu à évoquer cela. C'est-à-dire, il a demandé au Parlement de lui donner quelques mois seulement pour proposer un texte qui va permettre d'arriver à ce que les peines alternatives puissent être appliquées dans notre pays. Il n'a pas demandé 1 franc pour le faire, il n'a pas demandé à recruter un cabinet pour le faire. C'était aussi le travail des autres, mais qui n'ont pas fait. Autre solution. Mon ami de 11 millions a évoqué... voilà. Il a parlé de l'amélioration du cadre de vie. Pour moi, c'est une mauvaise solution. Dans un pays pauvre, c'est presque dans tous les pays. Je vous en prie. Le but, il y a aussi ceux qui prennent 14 milliards. Le but n'est pas d'investir dans les prisons, mais d'investir dans l'homme. C'est-à-dire, quand aujourd'hui vous dites à un Camerounais que la loi est il est censé ignorer la loi, c'est une aberration. Combien de Camerounais sont même au fait des lois votées dans notre pays? Il faut d'abord sensibiliser les populations en termes de lois. Il faut une promotion de la loi dans notre pays. Parce que si les gens sont au courant qu'un tel acte qu'il peut poser peut m'amener en prison, ils feront plus attention. Parce que lorsque le latin l'avait dit, c'est pourquoi? C'est parce que dans son pays, les lois sont quoi? Les lois sont l'émanation du pacte social. Or, le pacte là commence par les us et coutumes. Donc, en réalité, pour le latin, la loi, c'est quoi? C'est la codification des us et coutumes de son pays. Or, chez nous, c'est quoi? Nous, le code de procédure pénale qui donc a été fait est une importation de la juridiction française qui n'a rien à voir avec nos us ni avec nos coutumes. Et c'est un avocat au barreau de Paris avec son cabinet qui donc nous a importé ces textes-là. On va plus loin. Pour terminer. On va plus loin. Il faut remettre au centre le tribunal coutumier qui met plus l'accent sur les règlements pacifiques, sur l'entente plutôt que sur les sanctions. C'était un pilier important et qui peut continuer à l'être pour améliorer cet état de choses. Parce que lorsque un conflit commence dans une communauté, au niveau du tribunal
coutumiers, ce que l'on fait d'abord est de trouver un terrain d'entente entre les protagonistes. Ça peut aider à ce que tout problème qui arrive au tribunal officiel doit d'abord passer par ce tribunal pour d'abord voir si à ce niveau on ne peut pas trouver une solution à la amiable. Et ça va permettre à ce que plusieurs cas n'arrivent pas de ce côté-là. Et autre chose importante également, c'est le traitement accéléré des dossiers devant. Merci. Donc c'est 4 choses. 1. Les peines alternatives. 2. Revoir même nos lois qui pour la plupart sont des fabriques à prisonniers. 3. L'éducation des masses aux lois et règlements de la République. Et enfin, limiter dans le temps les procédures. Merci. Tout ceci épuisé, s'il vous plaît, tout ceci épuisé, il restera quand même des prisonniers. Je suis d'accord. On ne doit pas traiter comme des animaux. Il faut humaniser les cadres dans lesquels, après avoir épuisé toutes vos solutions, comme nous, qu'on traite les gens humainement en prison. C'est de ça que je parle. C'est de ça que je parle. Voilà. D'accord, mais à long terme, et il faut investir dans ça. Elim Bilobé, un système tribalisé, ça devient très compliqué. Les gens aiment beaucoup aller chercher les solutions au soleil. Parce qu'ils vont montrer par là qu'ils sont des hommes exceptionnels. Moi, j'écoute les anciens et les voix de nos fils et filles qui nous ont précédés et qui sont des personnes de référence. Un pays ne peut pas exister sans personne de référence. Vous allez citer qui? Daniel Mekobe Soné, premier président de la Cour suprême, qui disait, parlant justement aux magistrats dans le cadre de la rentrée solennelle des cours et tribunaux. C'est notre fils du pays. Écoutons ce qu'il dit. Il dit que il y a des comportements manifestement illégaux ou de libertinage qui prétendent tirer leur source des libertés. La liberté de piétiner la loi. Comme tu fais là, si on te prend demain en prison là maintenant parce que tu contestes les décisions du Conseil constitutionnel, tu iras dire qu'on doit humaniser les conditions. Mais on est en train de te dire que avant l'humanisation des conditions, il y a d'abord qu'il faut éviter la faute. Et le président continue en citant Jean-Paul Sartre. Il dit, être libre, ce n'est pas pouvoir faire ce que l'on veut, mais c'est vouloir faire ce que l'on peut. Et le premier président termine son propos en citant Montesquieu. La liberté est le droit de faire ce que les lois permettent. La liberté, ce n'est pas les incantations. C'est votre philo. Ce n'est pas la décision, la force. Vous tapez les mains sur la table. Vous prenez la parole à tout le monde pour dire que quand tu as été élu, la loi ne te permet pas de le faire. Et la loi, écoute-moi au moins pour la dernière fois. Écoute-moi la dernière fois. Parce qu'il y a des gens dans votre prison là, s'ils m'avaient écouté, c'est qu'ils ne sont pas là-bas. La loi s'imposera à tout le monde. Même si c'est un régime dictatorial, il a la mission d'imposer ces mauvaises lois. La loi dit de déporter les gens avec un mandat de perquisition. Oui, on peut te déporter d'une prison à une autre. Avec un mandat de perquisition. Je dis, on peut te déporter. Et si tu étais là-bas, ça c'est ton faux débat. Moi, je ne suis pas dans ce débat. C'est ridicule ça. Je ne suis pas dans ce débat. Vous avez fait 2 jours de plaidoyer devant le Conseil constitutionnel. Tout le monde a vu. À la fin, je te parle encore, je suis encore en train de te rappeler ce que ton père, limite tes solutions au lieu de lui répondre. un aîné, te dit que
président de la Cour suprême, plus instruit que toi, Avez-vous il un te problème dit que particulier avec le président Maurice Kamto? j'ai un problème avec tous ceux qui prennent la liberté de transgresser les règles qui organisent la société. C'est ton comportement. C'est ton comportement. Un poste au directoire national. Je veux un poste qui me permet de te rappeler que tu n'es pas libre de piétiner la loi. S'il vous plaît. Voilà. Et que ça n'impressionne personne. Surtout quand ça vient de quelqu'un qui, en octobre 2000, était dans le SDF comme membre du NEC et qui, à la sortie du Congrès, devient membre du MRC. National du MRC. Voilà les mauvais opposants. Voilà les mauvais opposants dont nous avons affaire. Avec vous sera réglé. Lui, Ernest Dibokom Tongo, Mathias Kameni, Abel Elimi Lobé, merci. Merci, hein, on a peut-être un peu souffert, mais je non. Mon conseil, c'est que je ne laisserai pas faire encore sur un plateau télévision. La décision de liberté de transgresser une décision du Conseil. Vous le modérateur, mais on ne va pas se fâcher dans le modérateur. Et je te rappelle que la Constitution dit que tout citoyen a le devoir de défendre la patrie. Non, on va pas parce que vous mettez la patrie en danger. Vous mettez la patrie en danger, monsieur. Vous mettez la patrie en danger. Après avoir mangé sur la table, après avoir mangé sur la table des démons, vous allez manger maintenant sur la table des démons. Alors, monsieur, il n'a pas mangé, c'est comme toi, il a mangé. Il ne peut pas manger que c'est avec le fanatisme qui va régler les problèmes du Cameroun. C'est pas avec cette mentalité que vous allez gérer 25 millions de Camerounais. Les opposants de notre continent, vous n'avez pas géré. Les opposants, c'est ceux qui respectent les lois. Je vous demande une dernière faveur. Respectez les lois de votre pays. Je vous demande, en conclusion, je vous demande une dernière faveur. Vous écrivez le code pénal. Je vous demande une dernière faveur, Elim Bilobé. Vous trouvez que le monde est à l'envers. Je vous demande une dernière faveur. Vous écrivez ça contre le Elim Bilobé. Je vous demande une dernière faveur. Très bien, on te l'accorde. Connaissant évidemment vos oppositions idéologiques, ce qui est normal dans un pays où il y a plusieurs... Ce pas des oppositions idéologiques. Laissez-moi c'est des oppositions de comportement. Ça n'a rien à voir avec... Connaissant vos oppositions idéologiques, je vous demande, oui, Patrick, oui. Est-ce que vous savez qu'on a fait à 3 anciens membres du deuxième? Bon, je vous demande un peu le Cameroun avec... Je vous demande... Attention, imaginez un peu le Cameroun avec... Je vous demande... C'est la nuit. Il ne faut pas que les gens fassent de mauvais rêves. Je vous demande qu'on sorte de l'émission. Je vous demande qu'on sorte de l'émission avec un sourire pour assurer les Merci à vous. Bonsoir, merci. C'était juste un débat, un débrief, rien de méchant. Jeudi, je reçois dans le cadre de Invité avec un agent de joueurs, manager de Samuel Etofis. Il sera dans cette émission de Entretien avec à partir de 21h. Vous avez bien imaginé de qui il s'agit. Wilfried de Jeudi 21h Entretien avec. Bonsoir.